Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Le Québec, tout comme le Canada, grisonne. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont déjà plus nombreuses que ceux de moins de 15 ans. Ici, comme ailleurs en Occident, le poids des aînés pèse de plus en plus lourd dans la balance. En 2015, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 17,5% de l'ensemble de la population canadienne, soit près d'une personne sur 6. Dans un peu plus de 10 ans, un Canadien sur 4 appartiendra à cette cohorte. Les aînés formeront donc 25% de la population en 2030. Ce vieillissement démographique entraîne des changements du côté de la santé d'abord, dont le budget s'alourdit avec des services à prodiguer plus nombreux et une consommation de médicaments à la hausse. Plus de soutien, d'accompagnement seront nécessaires pour des personnes âgées qui désirent rester autonomes et indépendantes le plus longtemps possible. La CAQ a promis de construire 30 maisons des aînés d'ici 4 ans en injectant dans ce projet près d'1 milliard de dollars. Il y a aussi actuellement la rédaction d'une politique nationale pour les proches aidants. Elle vise à promouvoir leur rôle et à fournir le soutien nécessaire aux familles des malades et des personnes vieillissantes prises en charge par un membre de leur famille. Pourtant, il y a de plus en plus d'aînés très isolés, loin d'un salutaire tissu social. Violence, maltraitance et pauvreté frappent aussi les personnes âgées. Ces fléaux de plus en plus visibles depuis 20 ans touchent principalement les femmes, les plus fragiles économiquement et physiquement. À l'émission d'aujourd'hui, comment se portent nos aînés? Une manière de regarder en avant, car nous sommes tous les aînés en devenir, mais aussi de prendre le pouls de notre société. La manière dont on prend soin des plus vulnérables témoigne de notre état de conscience sociale et de bienveillance. Pour parler de nos aînés, de leur santé, de leur bien-être, je suis en compagnie d'Yves Couturier, directeur scientifique du réseau de connaissances en services et soins de santé intégrés de première ligne et professeur à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour à vous. En compagnie aussi du Dr André Tourigny, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec et co-directeur de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous les deux. Donc, comment se portent nos aînés? Peut-être, Monsieur Couturier, commencez. Alors, il n'est pas facile d'en parler en général. Globalement, il y a certains indicateurs positifs. Par exemple, la pauvreté diminue un peu. Il y a encore un allongement de l'espérance de vie. Il y a plusieurs éléments comme ça qui sont quand même encourageants. Mais néanmoins, il y a de fortes pressions sur les personnes âgées, notamment en raison du grand nombre. Hein. On vit un temps caractérisé par le baby boom qui arrive au début de l'âge, en moyenne, on commence à avoir une autonomie fonctionnelle un peu diminuée. Et donc, il y a des besoins immenses. Et donc, je pense qu'il y a donc des éléments qui vont positivement et d'autres qui méritent encore beaucoup d'attention. Quand on parle aîné, on parle de quel âge dans votre domaine? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de définition consensuelle. Là. Il y a des définitions administratives, l'âge de la retraite, etc. Il y a des privilèges que nous donnent certains commerces à partir de 55 ans, 60 ans, etc. Mais il y a aussi des définitions cliniques. Et donc, grâce à des outils cliniques rigoureux, on est capable d'identifier des marqueurs, des éléments de la capacité des personnes qui nous permettent de dire, ben là, ces personnes-là requièrent une attention particulière. Et dans ce cas-là, c'est moins l'âge que le profil clinique qui est en question. Autrement, on pourrait avoir un profil gériatrique à 55 ans et être en très grande forme à 85 ans. Docteur Tourigny, oui. Du côté de la santé, comment se portent les aînés? C'est un peu comme le disait Yves, au niveau des indicateurs, l'espérance de vie à la naissance continue d'augmenter, augmente relativement rapidement. L'espérance de vie à 65 ans aussi augmente. L'espérance de vie en bonne santé augmente moins rapidement que l'espérance de vie totale, mais quand même, on fait des gains à ce niveau-là. Il y a quand même des défis importants
au niveau du travail, les personnes aînées retournent au travail ou continuent à travailler. Donc, l'âge de la retraite de 65 ans, si on recule dans le temps, peut-être historiquement, là, avant les années 80, les gens quittaient à l'âge de 65 ans. Par la suite, ça a diminué beaucoup. Et là, depuis les dernières années, on sent que l'âge de la retraite augmente légèrement, là, ou graduellement, peut-être plus vers 62 ans. Alors, les gens continuent ou veulent continuer. Il y a beaucoup de défis dans le monde du travail pour s'adapter au vieillissement et faire en sorte que ce soit pas justement la personne, évidemment, de s'adapter ou de continuer à travailler. Il y a aussi des enjeux, on connaît toute la vitesse avec laquelle l'information circule. Ce qui caractérise beaucoup les personnes aînées d'aujourd'hui, c'est la diversité, l'hétérogénéité. Alors, on a des cohortes relativement jeunes, des bébés boomers qui viennent de franchir 65 ans en 2011, dont le niveau d'éducation de cette cohorte-là est plus élevé que les cohortes précédentes. Ça a des avantages. Par contre, les personnes de 75, 80, 85 ans n'ont pas bénéficié de ces mêmes niveaux d'éducation et aussi de sensibilisation à la technologie. Et comme tout maintenant circule par le web, il y a un danger que les personnes qui ont moins d'habilité face à ces technologies-là subissent des désavantages. Peut-être un dernier élément que je mentionnerais, il faut encore parler beaucoup d'âgisme à l'heure actuelle, là, donc de discriminants en fonction de l'âge, et toutes sortes de mythes qui ont la vie dure au niveau des personnes aînées, et ça nuit à la participation sociale des personnes aînées. Oui, les médias nous rapportent souvent justement des cas de maltraitance, des problèmes dans les centres d'hébergement, mais beaucoup d'aînés sont autonomes, vieillissent bien. Est-ce que de l'agisme d'associer vieillissement et fragilité, M. Couturier? Globalement, oui. C'est bien entendu qu'il y a des conditions de santé ou sociales ou psychosociales qui produisent de la fragilité, mais il y a une attribution sociale de rôle qui fait en sorte qu'on tasse un peu les personnes âgées au fur et à mesure qu'elles vieillissent. Alors, c'est une expérience que nous allons tous et toutes connaître. C'est pourquoi que cette question-là est importante. Il faut agir contre ça. Un argument pour éventuellement contrer cet agisme ambiant c'est d'affirmer que, dans le fond, plus les sociétés vieillissent, plus, d'une certaine manière, nous rajeunissons collectivement. Et je vais vous donner un exemple très simple. Si vous avez un proche qui meurt à 72 ans, vous allez dire, eh bien, il est mort très jeune. Alors qu'il y a 40 ou 50 ans, dans nombre de pays, mourir à 72 ans, c'est à vieillir très, très vieux. Donc, les lignes bougent tranquillement parce qu'on reconnaît le fait que les gens sont actifs encore très longtemps, mais avec quand même cette force médiatique qui attribue beaucoup de valeur à la jeunesse. Oui, avoir un grand âge, c'est relatif. Finalement, ça dépend. Oui, c'est tout à fait relatif. Avons-nous assez d'outils pour évaluer les capacités des personnes âgées, Dr Tourigny? En fait, il y a beaucoup. Un des enjeux était qu'on avait beaucoup d'instruments ou d'outils pour évaluer le profil des personnes et depuis quand même un nombre assez élevé d'années, le Québec, comme d'autres provinces ou pays, sont dotés d'instruments uniques et partagés par les intervenants qui interviennent au niveau du domicile, au niveau des établissements, pour évaluer la condition à la fois sociale et de santé des personnes aînées et partagent cette information-là. Alors, ça a été un défi important de se doter d'un outil, d'enrichir. Il y a encore beaucoup de travaux qui se font pour faire en sorte que ce type d'outil-là, d'évaluation uniforme et partagé par tout le monde, s'enrichisse au fur et à mesure que les technologies le permettent pour accroître le portrait qu'on a de la personne auprès de qui on intervient et d'avoir davantage d'informations à la fois sur la personne, mais à la fois sur qu'est-ce qui peut être fait en termes de réponse aux besoins identifiés. Quels sont les principaux problèmes qui touchent les aînés selon vous? On entend beaucoup parler d'isolement, de suicide, de perte d'autonomie. Monsieur Couturier, c'est quoi les enjeux d'importance? Oui, je pense que André Tourigny pourra compléter ma réponse.
il y a de l'isolement, il y a des phénomènes sociaux profonds qui adviennent actuellement, des familles plus petites, des familles plus mobiles, etc. L'isolement n'est pas toujours un problème important. C'est-à-dire, il peut être important, mais il n'est pas toujours important. Pour ma part, un des éléments qui m'apparaît important de souligner, c'est que il y a une durée de la vie où les personnes vont connaître un affaiblissement de leur capacité fonctionnelle, leur capacité à faire leurs activités quotidiennes, et on peut agir positivement sur cette période-là. Actuellement, l'État québécois met beaucoup d'efforts. Tous les ministres de la Santé et des Services sociaux depuis 20 ou 30 ans affirment faire beaucoup d'efforts. Je pense qu'ils font beaucoup d'efforts, mais c'est encore insuffisant. Donc, je suis encore préoccupé pour les personnes en début de perte d'autonomie fonctionnelle, pour lesquelles une action plus intense aurait un effet de prévention ou de maintien de l'autonomie. Et ça, malheureusement, le Québec tire un peu de la patte. Il faut rappeler que le Québec est encore une des provinces qui dépense le moins par capita pour ces personnes-là. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils vont visiter davantage les hôpitaux. Et on sait que les hôpitaux, c'est pas toujours la meilleure solution pour ces personnes-là. Donc, il doit y avoir des solutions à domicile pour faciliter l'auto-prise en charge. Les gens se prennent en charge eux-mêmes, mais si on leur donne un petit coup de pouce, eh bien, il y aura un effet favorable pour tout le monde. Il faut que les hôpitaux demeurent des lieux dédiés aux personnes qui ont des besoins clairs, francs en la matière, ce qui, bien entendu, concerne aussi les personnes âgées. Mais pour que cela advienne, pour qu'il n'y ait pas de crise hospitalière, il faut davantage investir à domicile pour éviter que les solutions les plus lourdes, les plus coûteuses et les plus délétères soient toujours privilégiées. Docteur Dorigny, vous voulez compléter? Oui, peut-être Yves y a fait allusion, là, l'isolement social, c'est quand même un enjeu donc, on peut considérer de santé publique au niveau du vieillissement important. Là, il y a quand même 15 à 20% des personnes qui sont isolées socialement et les preuves sont qu'être isolé socialement entraîne des effets délétères sur la santé physique et mentale et sur le maintien ou l'adoption de saines habitudes de vie. Vous avez fait allusion à la maltraitance, donc 4 à 7%, même si on a des données on n'a pas beaucoup de données au fil du temps sur la maltraitance. Il y a beaucoup de types de maltraitance. Maltraitance financière, c'est un type. L'argisme est aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est un type de maltraitance. Ça peut être considéré comme un type de maltraitance. Donc, il y a beaucoup de défis à ce niveau-là. Un autre, c'est, là, on rejoint un peu l'idée d'augmenter le soutien à domicile au Québec à des niveaux qui permettent de rejoindre davantage de personnes, mais aussi avec une intensité accrue de service. Les gouvernements s'y appliquent, mais on a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là parce que la fréquence des personnes aînées en vieillissant qui présentent des troubles cognitifs, démence de type, maladie d'Alzheimer ou autres maladies du même type, ça amène à la fois à des problèmes importants chez la personne, mais aussi chez toutes les personnes et les proches qui les soutiennent. Alors, l'aide ou l'impact sur les proches aidants est important à considérer. Je pense que c'est un défi des prochaines années. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Vieillir varie d'une personne à l'autre. Il y a le vieillissement primaire, secondaire. Passons en mode solution. Que peut-on faire et que devrait-on faire pour maintenir les personnes âgées plus actives et mieux intégrées dans la société, Monsieur Couturier? Vous savez que les systèmes de santé sont très forts à travailler sur la maladie. C'est tout à fait normal, c'est leur mandat. Mais il est beaucoup plus intéressant de travailler sur la santé que sur la maladie. Et le premier producteur de santé, ce n'est pas le médecin ou la travailleuse sociale ou l'infirmière, c'est vous, c'est moi, c'est la personne elle-même. Donc, les solutions que vient d'évoquer André Tourigny sont tout à fait, à mon avis, les meilleures, c'est-à-dire qu'il faut changer les villes,
faciliter la participation sociale, faire en sorte qu'il y ait davantage de liens sociaux entre les personnes, parce que tout ça, ce sont des facteurs de protection, notamment parce que les personnes, ce faisant, participent davantage à la société, participent, ce faisant également, à une action plus forte, plus intense pour leur propre développement de la santé. Et donc, il faut qu'il y ait des politiques publiques importantes en la matière. Alors, André Tourigny est un spécialiste de santé publique. Il pourra vous en parler après. L'État québécois fait des choses intéressantes, mais malheureusement, la santé publique est souvent secondarisée aux priorités plus cliniques, plus saillantes, pour ne pas dire saignantes. Donc, les hôpitaux, les méga-cliniques, les CHSLD. C'est bien entendu qu'il faut agir sur ces personnes-là puis offrir des services, mais on ne réussira jamais à combler tous les besoins par un mode de ce type-là. Donc, il faut agir sur le lien social, faciliter les rapports sociaux. Faut qu'il y ait des gens qui, dans les communautés, soient capables d'accompagner les personnes âgées, d'entendre leurs besoins. Je vais vous donner un exemple. J'ai pas l'expertise d'André sur l'isolement social, mais j'ai fait des petits travaux sur ce thème-là dans le contexte montréalais. Et souvent, les professionnels nous disaient c'est un grand problème, l'isolement social. Bon, très bien, on va aller voir. Et on a eu beaucoup de difficultés à trouver des personnes âgées qui se reconnaissaient elles-mêmes isolées. C'est-à-dire l'isolement, c'était les autres, c'était pas moi. Et même plusieurs nous disaient quand même arrêtez de m'emmerder avec ça, je suis bien. Par contre, et c'est important, quand la télécommande de la télévision ne fonctionne plus, ça me prendrait quelqu'un pour m'aider. Et ça sera pas le médecin qui va faire ça sera pas la travailleuse sociale. Il doit donc avoir une capacité dans le quartier, autour de la personne, au village, à répondre à des micro-besoins qui fait en sorte que, ce faisant, on va repérer les personnes qui perdent pied plus tôt, puis on va leur permettre d'écouter la télévision lorsqu'ils le souhaitent et pas attendre que le fiston arrive de très loin et pendant 2 semaines, donc, ne pas avoir accès à leurs loisirs. Donc, il faut penser réorganisation des services publics, mais il faut surtout penser des politiques publiques, municipales, de quartiers, voire même de blocs appartements, qui vont faire en sorte d'agir dans le sens que j'ai dit. Je pourrais vous donner je mettais après, là, je pourrais donner un exemple italien. L'Italie et le Québec partagent un vieillissement qui a un peu une courbe similaire. Hein. On fait partie des 2 pays des sociétés qui vieillissent le plus vite au monde. Et dans certaines villes italiennes qui ont mis beaucoup d'efforts à faire en sorte qu'il y ait des animateurs sociaux par quartier, par pâté de maison. Et ce faisant, mais les personnes jadis isolés ou les personnes pour qui l'isolement devenait source de souffrance, eh bien, étaient reliées aux autres. Et je pense que c'est une priorité publique importante. Oui, quelle belle idée. Docteur Tourigny, en mode solution? On vient beaucoup de l'évoquer. Je crois qu'il faut retenir le message qu'il faut agir à plusieurs niveaux, plusieurs paliers. Agir au niveau national, mais aussi agir beaucoup au niveau local. Si on revient à l'exemple de l'isolement social, mais la caractéristique des personnes isolées socialement, c'est justement qu'elles sont très difficiles à rejoindre. Et il faut s'investir au niveau local, avoir une bonne connaissance pour faire en sorte qu'on puisse repérer ces personnes, comprendre leur situation, les accompagner ou les aider à trouver des ressources. Parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources qui peuvent aider à combattre l'isolement social. Donc, l'information, c'est un véhicule important pour faire en sorte que ces personnes-là trouvent les services. On a au Québec débuté des initiatives. On est leader au niveau de la démarche Ville Amie des aînés ou Municipalité Amie des aînés qui veut jouer sur plusieurs des éléments d'engagement social, l'habitation, le transport et j'en passe. On a aussi ce qu'on appelle les initiatives de travail de milieu pour les aînés vulnérables, vraiment qui ciblent l'isolement social, la solitude. Et on a des travailleurs de milieu inspirés des travailleurs de rue, là, au niveau des jeunes, donc adaptés au niveau du vieillissement, qui s'assurent de faire des liens à l'échelle locale, de se faire connaître, quitte à faire du porte-à-porte, sensibiliser les commerçants. Donc, si les personnes voient ou des personnes qui sont à risque d'isolement social, de faire en sorte d'être mis en lien. Par la suite, il y a une
meilleure connaissance des situations et au fil du temps, il peut y avoir une meilleure réponse aux besoins qui est apporté. Mais ça, c'est pas tout. Il faut créer un environnement, le quartier, faciliter ou encourager les interactions sociales, l'esprit d'entraide. Alors, c'est vraiment l'échelle locale. Là, on a le réseau québécois Ville et Villages en santé encourage le bon voisinage à l'échelle des quartiers. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Il faut encourager le bénévolat, différentes formes de participation sociale et revoir tous nos modes de transport parce qu'il y a un des freins majeurs à la participation, c'est le transport et particulièrement dès qu'on sort des villes où il y a des transports en commun, c'est un enjeu majeur pour participer socialement. Alors, le message, c'est qu'il n'y a pas une seule solution, il faut jouer à de multiples niveaux. Monsieur Couturier, vous vouliez réagir, mais j'ai une question. Oui, allez-y. Ça a été une promesse de la CAQ. L'actuel gouvernement québécois désire implanter des maisons des aînés. Que pensez-vous de cette initiative? Est-ce que les maisons des aînés pourraient, ou c'est une autre manière d'appeler un centre d'hébergement finalement? On verra. Je pense qu'il est encore trop tôt. Je ne crois pas que la CAQ avait une vision très claire de la suite des choses pour le système de santé. Ce qui est certain, c'est un point de vue personnel, on pourra peut-être en débattre. Ce qui est certain, c'est que le modèle CHSLD est un modèle très difficile à faire évoluer en raison de sa taille. Plus les organisations sont grosses, plus elles sont dirigées de manière industrielle, c'est logique. Donc, l'idée que d'avoir des formules d'hébergement de plus petite taille, mieux ancrées dans leur communauté, plus proches des milieux de vie, permet d'incarner les politiques publiques de santé publique qu'évoquait André Tourigny précédemment. Donc, en principe, je suis plutôt d'accord avec cette orientation-là, bien qu'on verra, parce qu'on entend aussi sur le terrain des gestionnaires nous dire qu'ils s'apprêtent à construire en dur de gros CHSLD. Donc, ce serait pas, à mon avis, une bonne chose, mais en tout cas, on verra. Quelle est l'importance des proches aidants? Il y a en rédaction une politique nationale des proches aidants. Professeur Tourigny, vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il faut mettre aussi l'emphase sur l'environnement des aînés? L'importance des proches aidants est majeure. On dit, et ça, ce sont les mêmes données qu'on véhicule, peut-être que les couturiers pourra confirmer ou infirmer, mais on dit qu'encore 70 à 80% de l'aide est apportée par les proches. Alors, c'est un apport majeur, une contribution majeure, et beaucoup de proches aidants sont elles-mêmes âgés. Alors, c'est certain qu'il faut s'intéresser à leur situation. L'environnement peut jouer, c'est sûr. L'environnement immédiat du domicile, il faut encourager. Encore là, on en revient avec certaines réglementations ou prévoir des mécanismes qui font en sorte que les adaptations de domicile sont facilitées pour aider à la fois la personne qui a des problèmes ou des limitations, des incapacités, mais aussi les proches aidants. Avec l'évolution des technologies, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour faciliter l'aide qui peut être apportée à la personne aidée. Il faut aussi s'assurer de bien l'informer des différentes ressources. Alors, peut-être qu'on y reviendra, mais toute la coordination des soins, des services autour de la diade personne aidée et personne aidante est majeure pour avoir une réponse complète aux besoins des personnes et considérer l'approche aidante ou le proche aidant comme vraiment faisant partie de l'intervention complète. Alors, l'approche aidante, c'est quand même pas un objet, mais un enjeu, un défi auquel le gouvernement a décidé de s'intéresser à juste titre. Monsieur Couturier, nous sommes les aînés de demain. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait projeter pour justement améliorer dans les prochaines années notre futur à nous tous? Oui. Depuis le début de notre discussion, on parle beaucoup de service public, on parle beaucoup d'approche qu'on dit populationnelle, c'est-à-dire de lien social, etc. Parce qu'il faut le faire. Puis il y a aussi une dimension individuelle, Et dans les discours de santé publique qui touchent les individus, c'est bien entendu qu'il y a toute une série d'actions qu'on peut faire dès maintenant pour accroître notre capacité à produire de la santé, tel que je l'ai dit tout à l'heure, dont l'activité physique,
agir sur la qualité de l'air, bien cultiver ses liens sociaux, parce que la prochaine danse dont on vient de parler s'apprête à connaître des évolutions importantes. Le modèle classique de prochaine danse va être affecté par les reconfigurations familiales, par les distances, etc., et par les technologies, comme André Touring vient de le dire. Donc, il faut prendre acte de ces changements-là en agissant dès maintenant sur à la fois les dimensions physiques, faire de l'activité physique, dimension psychosociale, soyez actifs, restez engagés, soyez actifs dans des réseaux sociaux, etc., cultivez vos passions. Vos passions, vos liens avec vos enfants, vos voisins, vos amis, etc. J'ajouterais que il se passe actuellement une petite révolution. On verra si elle va porter fruit. Là, ça se voit parfois que des révolutions ne portent pas fruit. C'est tout ce qu'on appelle le patient partenaire. Alors, dans l'espace clinique, dans le rapport clinique entre l'usager, vous et moi, et son soignant, le professionnel, le médecin, il y a de plus en plus d'efforts pour faire en sorte que la voix de l'usager soit entendue. Qu'elle soit vraiment entendue, pas seulement qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, mais qu'on inclue la personne dans le processus de choix qui concerne. Et ça appelle des changements dans les formations professionnelles, c'est en cours. Ça appelle des changements dans l'organisation des services, ça prend des plans de services, ça prend des histoires de vie qui entendent la personne, ça prend un accès à de l'information, et il y a toute une révolution technologique qui s'en vient. Ce travail-là va avoir de l'effet sur le plan individuel s'il y a des efforts aussi pour augmenter la littératie des personnes. Alors, la littératie, c'est la capacité que vous avez de comprendre les consignes, de comprendre les recommandations, de comprendre la posologie des médicaments, etc. Et agir en cette matière, c'est vraiment agir de manière très fondamentale sur l'individu. Donc, il y a les messages classiques, là, activité physique et participation sociale. Mais en plus, il faut accroître la capacité des personnes à être des acteurs actifs, intelligents, critiques à l'égard de ce qui leur est proposé par les professionnels et les professionnels publics ou privés, là. D'accord. Donc, passer à l'action finalement pour son futur d'aîné. Merci beaucoup. On était en compagnie d'Yves Couturier, directeur scientifique du réseau de connaissances en services et soins de santé intégrés de première ligne et professeur à l'Université de Sherbrooke, et du docteur André Tourigny, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec et co-directeur de l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval. Merci. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission, restez à l'écoute des rediffusions de cette semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Bonne semaine. Jin Jiahua est un chercheur typique